Alors, avant de commencer, j'aimerais remercier mes collègues, les principaux collègues qui ont participé au projet dont je vais discuter avec vous aujourd'hui. Hein, c'est des collègues en France, au- aux USA, en Allemagne et en Pologne. Et puis, d'ailleurs, les premiers, on les avait rencontrés lors de nos premiers voyages en Pologne, Marie, tu vois, ça. Les amitiés perdues. Et puis, euh, en particulier Farah Ben Brahim qui fait sa thèse sur ces sujets. J'ai un petit avertissement, il y a quelques matériels explicites, pas trop, hein, mais il y a quand même un tout petit peu de choses explicites. D'ailleurs, quand vous cherchez la définition de la pornographie, vous allez souvent tomber sur ce mot-là, un contenu sexuel explicite. Souvent, on n'a pas besoin de le définir, tellement il est ancré. Et on voit qu'à l'époque d'Edo au Japon, bien avant Internet, on a déjà un développement de scènes de type sexuellement explicite. Donc là, cette recherche ou cet usage de matériel et de représentation de nature sexuelle explicite, il est ancien et il a traversé les âges et les cultures. La pornographie, si vous regardez Google Trends Explore, peut-être Google Trends Explore vous permet de voir dans toutes les recherches Google comment chaque recherche se compare à une autre. Ça veut dire, elle vous dit comment elles se situent les unes par rapport aux autres dans une période de temps. Ici, on a regardé pour la France sur une période d'une année, entre 22 et puis 23, à une période où en France, il y avait quelques débats autour de la réforme des retraites. Et donc, si on regardait la pornographie en bleu, porn, le mot anglais en vert, et retraite et réforme des retraites, on voit que des thèmes sociaux qui préoccupent beaucoup, ils sont beaucoup moins consultés que la pornographie en France. En Suisse, je regarde en Suisse, et puis en Suisse, en fait, ça marche pas si bien. J'ai fait ça à peu près dans tous les pays où on a eu l'occasion de parler de ce thème. En France, au Maroc, aux États-Unis, ça marche partout très bien. En Suisse, il y a un truc, la pornographie, les restos, ça marche plus que la pornographie. Il y a un truc un peu bizarre. On va regarder d'un peu plus près. Et si on regarde là sur une semaine, au lieu de lisser sur une année, on va avoir des fluctuations plus précises des recherches. Et vous allez voir que, en fait, en bleu, la pornographie, en rouge, les restaurants. La pornographie, c'est le pic de nuit. Les restaurants, c'est le pic de midi. Chaque chose en son temps. Et si on va aux États-Unis, eh ben, vous verrez que si je mets sur les derniers 3 mois, on va comparer porn, taxes et Trump. Et vous voyez que porn est au-dessus, après tout le temps en bleu. Taxes est beaucoup plus bas. Et Trump, il oscille entre la pornographie et en termes de succès dans les Google recherches. C'est-à-dire qu'il est utilisé comme un mot-clé, en particulier à la période de l'élection et quand il est élu. Mais il reste très actif comme ça. On voit que ça suscite pas mal de recherches. Il y a quelque chose qui se passe autour de cette personne. On va au Canada et au Canada, on va demander à un groupe d'adolescents et d'adolescents, on va leur demander comment ils utilisent, est-ce qu'ils ont déjà utilisé de la pornographie, est-ce qu'ils ont déjà utilisé des jeux, est-ce qu'ils ont déjà utilisé des réseaux sociaux. Et vous verrez que sur un groupe de près de 4000 adolescents, dont 56% de filles, en fait, presque tout le monde sature sur les trois. Et la pornographie, ça ne veut pas dire qu'ils voient ça tous les jours,
ni qui voient ça de manière addictive, mais ça veut dire qu'ils ont été exposés ou ils ont consulté ces matériaux, ces services digitaux. À votre avis, si on prend des adolescents de 15 ans qui ont regardé la pornographie et puis on regarde sur 3 ans ce qui se passe en termes de fréquence d'usage de la pornographie, qu'est-ce que vous imaginez qui va se passer? Essayez de vous le représenter dans la tête. Comment vous imaginez la courbe évoluer pour les garçons, pour les filles, pour les gens qui sont d'autres genres sur 3 ans? Eh bien, en fait, le chiffre 3 c'est 2, 3 fois par mois. Le chiffre 4 c'est 1 fois par semaine. 2 c'est 1 fois par mois. Et vous allez voir qu'en fait, l'évolution de ces groupes est assez stable. Si on prend les groupes de manière générale, hein, ça veut dire là, on a écrasé les extrêmes par la moyenne, on a écrasé ça. Et vous voyez qu'en fait, on n'a pas une explosion, ça veut dire ceux qui commencent à 2 fois, à 2, 3 fois par mois, ils vont pas passer à tous les jours comme ça, pas de manière majoritaire, pas de manière à influencer l'ensemble du groupe, avec des différences entre garçons, filles et les autres genres. Quand il y a une exposition à du matériel pornographique, il se passe quelque chose, il se passe un arousal, une excitation. Et cette excitation, qu'elle soit de valence positive ou négative, cette excitation, en fait, elle est très spécifique. Ça veut dire que les humains, femmes et hommes, ne sont pas sensibles ou n'ont pas un arousal pour toutes les images à caractère sexuel explicite, mais pour des contenus spécifiques par personne. Donc il y a une spécificité et quand on regarde, on expose des personnes à des contenus vidéo pornographiques et qu'on regarde leur arousal, leur réactivité, leur excitabilité face à ces images, on va voir qu'il y a une association entre une échelle de mesure d'addiction à la pornographie et l'activation du striatum ventral, avec une corrélation qui est entre les deux. Mais cette corrélation, elle n'est pas là pour tout. Elle est là pour les images qui sont spécifiquement excitantes pour eux, pas pour les autres images, même si elles sont aussi de nature sexuelle. Or, c'est quoi la pornographie? Ou est-ce qu'on devrait dire la pornographie ou les pornographies? Si vous allez sur un site de vente de la pornographie, vous allez voir en fait ce type de catégorisation. Ces catégories, elles sont surtout orientées soit sur les actes sexuels, soit sur les formes, les tailles, ce genre de choses. Mais au fond, est-ce que derrière ça, il n'y a pas autre chose qui fait la partie d'excitation ou d'excitabilité de la pornographie, des pornographies? C'est le côté, non pas seulement les tailles, les formes, les styles physiques et les interactions sexuelles, mais la nature des interactions relationnelles. Dans quelle nature de relation se situe le scénario, les scénarios? Et est-ce que dans ces relations, il y a des aspects de domination, d'humiliation, plutôt de choses plutôt soft ou plus romantiques? Est-ce qu'il y a des interactions de groupe dans un sens, dans un autre? Quel type d'interaction sociale? Est-ce que ces aspects-là, qui ne sont pas mis en avant par le site de vente, quelle place ils ont dans la réactivité que les gens ont aux pornographies?
Donc peut-être que derrière la pornographie, il y a en fait plein de nuances de types de pornographie et que les personnes que vous rencontrez, qu'elles aient ou pas un usage addictif de la pornographie, si elles ont un usage de la pornographie, vous pourrez vous intéresser au type d'usage et d'interaction qu'elles ont avec ces matériaux. On va pour la suite, on va adopter pour la suite de notre propos un modèle qu'on va utiliser pour simplifier un peu la manière d'organiser la discussion ensemble. On va suivre un modèle qui est assez simple, qui dit qu'en fait, il y a des caractéristiques de la personne, des caractéristiques qui peuvent être biologiques, psychologiques, les motivations, que ces caractéristiques-là vont, vont conduire à des symptômes d'un usage addictif de produits liés à Internet, donc y compris la pornographie, mais pas que, ça peut être appliqué au gaming, au gambling, à toutes sortes de produits, de services, et que si les motivations rencontrent des gratifications ou des compensations, le comportement se répète. Ça, c'est quelque chose dont on a l'habitude. Ça veut dire que si on fait quelque chose qui nous donne soit une gratification, une excitation immédiate ou un plaisir ou d'autres sources de satisfaction ou d'excitation, alors il y a la gratification. Ou la compensation, ça veut dire on commence, on est peut-être triste, on a des ennuis, des soucis, la personne utilise le service et se sent plus détendue, donc elle a une compensation. Et du coup, si les gens ont ce qu'ils veulent obtenir, ce qu'ils cherchent, ben, ils répètent. S'ils l'ont pas, le comportement s'éteint de lui-même. Et du coup, on va suivre ce modèle. À différents moments, je viendrai sur des aspects du modèle à l'intérieur de cette interaction. On, on va essayer d'explorer un peu qu'est-ce qui est la partie addiction dans ce terrain lié à la cyberpornographie. On va partir d'un modèle qu'on appelle le component modèle et on va regarder où les choses se situent par rapport aux usages de la pornographie. Dans ce modèle, vous avez la préoccupation, ça, les gens ils pensent beaucoup, ont de la peine à pas y penser, la salience, hein, vous avez le sevrage, la tolérance, le coping, le fait de réguler ses émotions en utilisant les services, la perte de contrôle et le fait d'avoir des problèmes. Ça, c'est le modèle initial un peu avec lequel la plupart des recherches dans le champ ont été initiées pour après rediscuter ce modèle et le critiquer. Une des critiques de ce modèle, c'est quand on regarde ces 6 items du component modèle, par exemple dans le gaming, ce qu'on va voir, c'est que certaines courbes, plus la courbe va être sur votre droite, oui, c'est ça, plus elle va capter le problème. Et vous voyez que certaines courbes comme le relapse, le fait de revenir au comportement après un changement, d'avoir de la peine à le changer, et le conflit, la courbe bleue et la courbe en mauve, elles ont l'air de plus capter le problème que d'autres courbes comme la régulation des émotions, le coping ou une courbe comme la salience qui le capterait moins. Donc, en fait, on va voir que certains des critères ont l'air de capter mieux. Par exemple, le coping, quand quelqu'un rentre chez lui ou chez elle après une journée de travail un peu fatigué, peut-être la personne va regarder un film, aller jouer un moment. Elle fait du coping. Et ce coping est très, très courant en dehors même de toute problématique addictive. Donc, du coup, ils ne distinguent pas assez parce qu'il y a la plupart des gens qui le font aussi comme ça. Donc, ça ne distingue pas. Alors que ceux qui ont des problèmes du fait qu'ils vont jouer, alors c'est un sous-groupe qui est en difficulté. Ceux qui ont de la peine à pas modifier le comportement alors qu'ils posent un problème,
c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes ou ils sont pas dans le même niveau d'interaction avec le produit. Du coup, ça a conduit à revisiter les critères qui étaient ceux du component modèle qu'on a montré tout à l'heure. Et ça a conduit au fil de plein d'articles, plein de discussions, plein d'échanges, ça a conduit l'Organisation mondiale de la santé à reconsidérer en fait les critères des addictions dans sa version, dans sa 11e version. Et là, ce qui apparaît, c'est qu'elle va proposer l'introduction du gaming disorder. On passe de la pornographie pour passer au gaming et on va revenir à la pornographie. Parce qu'on va essayer d'explorer la question justement des critères. De- à partir de quand on pourrait parler d'addiction à la pornographie, de troubles de l'usage de la pornographie. Et là, vous voyez qu'ils vont introduire le gaming disorder, on va voir ce que c'est, et ils vont introduire un autre trouble, un autre code qui est autre trouble de l'usage dû à des comportements addictifs. Et ce deuxième catégorie diagnostique ouvre la porte à tout, ouvre la porte à un trouble de l'usage des activités sportives, un trouble de l'usage de la pornographie, un trouble de l'usage de tout autre service qui pourrait avoir une caractéristique un potentiel addictif. Si vous regardez cette image, en fait, cette image, elle traduit tous les intérêts de la vie quotidienne. Donc, les loisirs, l'amour, la lecture, le travail, les proches, les enfants, les parents. Elle traduit tout ce qui fait qu'on peut être, tout ce qui a de la valeur pour nos vies quotidiennes. Et dedans, il y a une activité, le gaming. Et là, ce qui va se passer, c'est que cette activité, elle va devenir prioritaire. Donc, c'est comme si, en fait, elle ne devient pas vraiment prioritaire. Je pense, vous me corrigerez, mais vous allez presque jamais trouver quelqu'un qui va vous dire, moi, ma priorité dans la vie, c'est boire de l'alcool. Moi, ma priorité dans la vie, c'est jouer au jeu d'argent. Moi, ma priorité dans la vie, c'est ce jeu de cette manière-là. Par contre, vous allez voir des gens qui jouent, qui actent, qui sont tellement attirés par une activité qu'en fait, ils se comportent vraiment comme si elle était prioritaire, comme si le reste n'avait plus d'intérêt. Et ça, c'est premier item, c'est la priorisation. Le deuxième item que met l'OMS, c'est le thème de la perte de contrôle. Et là aussi, la perte de contrôle, c'est pas vraiment une perte de contrôle totale, c'est une diminution de la capacité à contrôler. C'est-à-dire la capacité à contrôler est réduite. Et c'est parce qu'il y a encore un peu de marge pour contrôler que vous pourrez amener des psychothérapies pour changer les comportements. Et c'est parce que les gens ont encore de l'intérêt pour les autres priorités de la vie qu'ils pourront modifier le comportement pour récupérer les autres priorités. Donc, il y a ce niveau sur la priorité, ce niveau sur la, la perte de contrôle. Et le troisième, si vous avez un truc qui devient prioritaire, que vous perdez le contrôle, forcément, tout va mal, surtout si ça dure. Si ça dure une semaine, 2 semaines, un mois, mais si ça dure 6 mois, une année, alors il va y avoir des conséquences sur le reste, puisque vous négligez les autres éléments et que vous avez une difficulté à contrôler, à redresser. Et ça va constituer, du coup, les critères centraux de la conduite addictive. Ces critères, si on revenait sur les critères euh, du component, on les retrouverait, mais ils ne sont pas tous là. Ça serait les critères centraux. Si je vous montre cette échelle, et vous regardez un thème en lien avec contrôle, donc
même si mon comportement sexuel est irresponsable, je trouve difficile de l'arrêter. Un critère en lien avec la salience, la sexualité, c'est la chose la plus importante dans ma vie. Le relapse, euh, j'arrive à résister à mes cravings ou mes urges que très peu de temps, ou les négatives conséquences, ces comportements impactent négativement ma vie. Si vous regardez ces items, est-ce que vous vous dites que ça pourrait être une échelle pour mesurer les concepts dont on vient de parler avant? Ça pourrait le faire. Je vous laisse y réfléchir une seconde ou deux. Et quand on voit cette échelle, en fait, c'est une échelle de Compulsive Sexual Behavior Disorder Scale. Donc, c'est une échelle, en fait, qui est censée rejoindre un autre concept, celui des troubles du contrôle des impulsions, où le gambling a longtemps été classé. Et quand on regarde les troubles du contrôle des impulsions, dans cette même classification de l'OMS, la, la CIM 11, les- la 11e classification, on a le Compulsive Sexual Behavior Disorder. Donc, du coup, est-ce qu'on va classer les problèmes de cyberpornographie addictive dans la rubrique des addictions ou dans la rubrique du trouble des contrôles des impulsions? Ça, c'est peut-être quelque chose qui va être un peu discuté. Mais quand on regarde plus en détail les critères, alors on vous dit il faut qu'il y ait une difficulté de contrôle. Ça, vous l'avez dans l'autre catégorie. Et puis, ils vous disent il faut que ça génère du distress, de l'impairment, des problèmes de fonctionnement. Vous l'avez aussi. Il faut que ça dure au moins 6 mois. Il ne faut pas que ça s'explique pour un épisode maniaque. On pourrait l'avoir aussi de l'autre côté. Et ils vous mettent dans l'explication de la difficulté à contrôler, ils vous mettent que ça peut se manifester par une ou l'autre des formes suivantes. Et dans les manifestations, il y a que ça devient un central focus. Central focus, c'est la priorisation. Vous voyez? Et après, ils vous donnent comme exemple la pornographie, que ça peut être lié à la pornographie. Et puis, ils disent qu'on peut le faire quand on s'ennuie, quand on est stressé, quand on est anxieux. Puis que si c'est ça, il faut considérer ces aspects dans le traitement. Mais c'est quoi qui motive la cybersexualité pornographique? Quelles sont les motivations à son usage? On va passer à peut-être ce crochet vers ces troubles des contrôles des impulsions. C'est juste pour illustrer une zone, une zone qui risque de devenir une zone de débat euh, et pour en montrer quelques-uns des paramètres euh, dans ce domaine. Ça va pas forcément changer énormément ce que vous faites dans la pratique clinique, mais dans la manière de catégoriser et de concevoir la difficulté, ça peut l'être. Il y a une échelle qui a été créée par nos collègues allemands, qui est, elle, orientée, elle s'inspire de la CIM 11, des critères du gaming disorder de la CIM 11, et puis elle est censée s'appliquer pour tout euh, comportement addictif. Donc, elle peut être tout à fait appliquée pour la pornographie. Et on retrouve les trois critères, impaired control, la perte de contrôle. On retrouve le fait que ça devient prioritaire par rapport au reste. Et on trouve
les conséquences au niveau euh, des troubles du fonctionnement, de la détresse. Là, vous avez une autre échelle qui, elle, vient plutôt du modèle component, où vous allez retrouver les 6 critères du component. Et donc, vous allez retrouver des articles et de la publication qui vont en fait plutôt être dans ce type de critères, cela ou dans l'impulse control disorder, avec des zones de recoupement entre ces différents critères. Là-dessus, je vais juste faire un petit flash sur la tolérance. Parce que dans cette échelle-là, on va retrouver l'élément tolérance qu'on a dans le modèle component, mais qui disparaît du modèle de, du gaming disorder de la SIM 11. Donc, on va revenir à ça parce que on va regarder en fait une population de personnes avec un usage de la pornographie, un usage assez régulier. Donc, on a pris des personnes, hommes et femmes, qui déclarent un usage régulier. Régulier, c'est pas le bon mot, mais euh, un usage qui a été présent ces 6 derniers mois de la pornographie. Et puis, on va voir que dans ce groupe-là, on va mélanger l'échelle qui est issue de la CIM 11 et l'échelle qui prend les critères de de la, du component modèle et on va voir les critères centraux. Et les 2 critères centraux qui sortent, qui captent le mieux le phénomène de addictif, ça va être en fait la, l'augmentation de la priorité, le fait que ça devienne prioritaire, et puis la tolérance. Alors, je ne suis pas certain que dans toutes les études, on retrouverait cette place pour la tolérance, mais il se peut que, et pour les études sur le gaming, on retrouve moins cette place de la tolérance. Elle est aussi difficile à caractériser parce que les jeux vidéo changent tout le temps, sont de plus en plus engageants, il y a de plus en plus de grades d'évolution dedans. Donc c'est difficile de la questionner, puis c'est difficile de la repérer, puis elle semblait pas dans les courbes qu'on avait fait tout à l'heure avec la courbe qui va à droite, on voit que ça fait pas partie des critères qui arrivent à matcher, à catcher la problématique de ceux qui l'ont moins. Par contre, il se peut que pour la pornographie, ce soit un peu différent. Euh, Pourquoi? Peut-être, peut-être, parce que comme il y a un arousal, il y a peut-être une habituation de l'arousal et que de l'excitation, et que ce qui devient excitant, s'il a été beaucoup vu, beaucoup répété, peut-être qu'il va l'être moins, qu'il va y avoir des fluctuations dans la capacité des images à produire la même excitation. C'est juste une hypothèse. Sur 2000 personnes, dont un peu plus de 600 femmes, en fait, comment se répartissent les scores? C'est toutes des personnes qui utilisent de la pornographie. En fait, j'ai plus la fréquence exacte, mais elle est assez courante. Et vous verrez qu'en fait, il y a moins de 4% qui scorent à plus de 3 points sur une échelle de 1 à 4. Donc, la majorité des gens sont vraiment sont pas dans les scores élevés. Et dans une autre étude qui a été faite sur plus de 80 000 personnes, il y avait aussi 3% en fait de gens qui étaient dans la partie, le range le plus élevé des scores. Qu'est-ce qui motive à aller regarder de la pornographie? Le plaisir sexuel, la curiosité, l'exploration,
les liens avec les fantasmes, les fantaisies, le manque de satisfaction sexuelle. Et tous ces items sont liés à la vie sexuelle. Vous êtes d'accord? Mais il y a aussi d'autres choses qui conduisent les gens à aller vers la pornographie, l'ennui, le fait de chercher à réguler ses émotions, à réduire son stress. Et une des premières personnes qui nous a consulté pour la question liée à la pornographie, c'était une personne en position de direction, avec des très grandes responsabilités, qui passait sa journée à regarder la pornographie en rapportant qu'il était tellement stressé par les choses qu'il devait régler et qu'il ne savait pas comment régler, qu'en fait, du matin jusqu'au soir, il était sur la pornographie dans son bureau avec une grande difficulté à faire autrement et avec l'impression d'être libéré en maintenant son problème parce que finalement, il réglait aucun des problèmes auxquels il était confronté, mais en ayant un escape, un échappement. Et ce côté-là, on le connaît aussi dans les jeux vidéo, on le connaît aussi dans les autres addictions, donc on le retrouve. Et c'est ce côté qui est compensation. En haut, vous avez la gratification, en bas, la compensation. Et ces compensations vont jouer un rôle important dans la suite. Maintenant qu'on a installé les motivations qui donnent les gratifications et les compensations, entre deux, les gens vont vivre toutes sortes de stimuli, de situations, d'interactions qui vont stimuler, générer un craving. Un craving. Alors, ce craving, s'il apparaît, il pourra être impliqué dans l'activation du phénomène. Alors, c'est quoi le craving? Qu'est-ce que c'est le craving? On va regarder, il y a Oscar Wilde qui disait, le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder. Vous avez déjà vu cette phrase. Mais, et la suite de la phrase, vous l'avez déjà vue? Résistez et votre âme se rend malade à force de se languir de ce qu'elle s'interdit. Et cette deuxième partie de la phrase, elle évoque un phénomène assez désagréable, pesant. Et ce phénomène-là, vous aimez le chocolat? Pas trop, ça dépend. Imaginez, vous avez envie de chocolat, et puis ce chocolat, en fait, il est posé devant vous sur la table. Si vous en avez envie, vous avez le désir de chocolat, vous prenez le chocolat, qu'est-ce qui se passe avec l'envie? Elle passe, hein, vous avez répondu à votre envie, vous vous êtes délivré de la tentation en y cédant. Et maintenant, imaginez qu'en fait, vous avez le chocolat, et puis on vous dit, en fait, il n'y a pas de chocolat. Vous avez envie de chocolat, mais il n'y a pas de chocolat. Il n'y a plus de chocolat, il y a des coupures, on n'a plus dans les supermarchés. Malheureusement, à cause des guerres, il y a trop de coupures. Mais on vous dit, il y a quelqu'un dans le sud-est de Nantes qui en a encore. Qu'est-ce qui se passe avec votre désir de chocolat? Il peut connaître une montée. Et cette montée, elle a quelques caractéristiques. Elle est intrusive, ça veut dire que vous êtes là dans une séance, vous ne pouvez pas vous empêcher d'y penser. Vous avez de la peine à suivre ce qui se passe parce qu'il y a cette chocolat, cette plaque de chocolat qui est devant vos yeux, devant votre, devant vous. Et puis aussi, vous pouvez avoir une intensité, ça veut dire cette envie, elle est là, mais elle est intense, elle est plus intense. Et puis vous avez un troisième phénomène, c'est que peut-être vous allez avoir des images, des sensations physiques, le goût du chocolat dans la bouche, d'autres phénomènes qui vont apparaître en lien avec ça. Et ça va être le craving. Ce phénomène-là va être le craving.
Si je mets, et ce phénomène peut-être, juste pour le dire, si vous avez envie de chocolat, que le chocolat est sur la table, mais que vous dites, pendant les cours, on n'a pas le droit d'en manger, ça fait aussi craving. Ou si vous vous dites, non, pas de chocolat, ça va tomber sur mes cuisses, ça peut faire pareil aussi. Et du coup, tous les gens qui essayent de changer un comportement, ils sont à plus haut risque d'avoir du craving, parce qu'il y a cette interdiction que Oscar Wilde relevait. Si je mets craving porn dans Google, qu'est-ce que j'obtiens? Presque 40 millions d'entrées. Est-ce que c'est le nombre de citations d'une échelle de craving porn? Non, c'est juste parce que c'est un terme qui est beaucoup utilisé dans l'industrie de la pornographie. Par contre, on va trouver, mais là, il faudra passer par Google Scholar, par un article qui mesure le craving à la pornographie. Mais si on regarde les items de cet article, les items de cette échelle, vous allez voir que vous avez une échelle. Si je regardais de la pornographie tout de suite, j'aurais de la peine à arrêter. Est-ce que ça, c'est du craving? C'est autre chose, ça, hein. C'est la difficulté à contrôler. Et puis, je serais moins stressé si je regardais la pornographie maintenant. C'est pas du craving non plus. Mais c'est inclus dans une échelle qui a pour titre la mesure du craving. Si on regarde, on va prendre la théorie de Elaborated Intrusion Theory, c'est en fait, c'est ce que je vous ai raconté avec le chocolat. C'est ce que j'ai essayé d'illustrer avec le chocolat. Et si on se base sur cette théorie, on va pouvoir adapter une échelle de craving à la pornographie en mettant une dimension d'intensité à combien le voulez-vous, à- d'imagerie mentale et d'intrusion. Et on va essayer de capter ces trois dimensions pour mesurer le craving à la pornographie. Et on va voir que ce craving à la pornographie, on peut le mesurer de manière psychométrique cohérente, en bonne adhésion avec la théorie que je vous ai présentée. Et puis qu'en fait, les gens qui sont dans le quartile supérieur au score d'une échelle de mesure d'addiction à la pornographie, en fait, ils vont avoir, c'est en bleu, ils ont des scores plus élevés à l'imagerie, à l'intensité et à l'intrusion que ceux qui sont dans le bas du quartile. Donc, on voit une forme d'association entre ces dimensions du craving et l'aspect addictif. Les attitudes relatives à la pornographie, ces attitudes, en fait, il y en a une particulière qui semble jouer un rôle critique, c'est le conflit moral. Le conflit moral, ça fait que c'est des personnes qui vont regarder la pornographie ou qui se sentent enclines à regarder la pornographie, mais qui ont un conflit moral avec ça. Donc, elles pensent que c'est pas bien de le faire, alors qu'elles sont dans un contexte où elles le font au moins parfois. Et ces personnes-là, elles peuvent venir vers vous en vous disant, j'ai une addiction à la pornographie, mais en fait, vous verrez si vous prenez les critères qu'on a discutés ou les critères de la CIM 11 ou même des troubles de contrôle des impulsions, vous allez voir qu'en fait, elles n'ont pas les critères, elles ont pas, mais elles ont le conflit moral. Donc, elles ont besoin peut-être d'une autre approche de résolution du conflit moral d'une manière ou d'une autre, ou d'approche du conflit moral. Mais vous avez aussi des personnes qui, en fait, le conflit moral participe à leur addiction. Comment est-ce que le conflit moral peut maintenir l'addiction? Vous avez déjà vu des gens qui ont des conduites addictives et qui sont en conflit avec leur addiction.
il y a un domaine où cet aspect du conflit, il a été pas mal développé. Vous le connaissez bien puisque vous traitez aussi les troubles alimentaires. C'est le phénomène de la restriction cognitive. Et dans le phénomène de la restriction cognitive, on s'interdit dans la tête quelque chose qu'on a de la peine à pas, euh, qu'on a plus ou moins de peine à appliquer. Et puis on se retrouve du fait de l'interdit à plus haut risque d'avoir des moments où on va craquer, en particulier dans des moments où soit on se retrouve devant des stimuli activateurs, c'est-à-dire des choses qui évoquent les produits concernés, soit parce qu'on a des émotions internes, des émotions désagréables ou des conflits interpersonnels. Et donc, il se peut, j'ai pas, c'est une hypothèse seulement, que ce conflit moral, dans le cas où il est associé à une conduite addictive, il se peut qu'il participe au phénomène par ce biais-là. C'est une hypothèse. Qu'en est-il de la réactivité aux stimuli? On revient sur cet ensemble d'éléments. On a exploré en fait les motivations, le craving. euh, on a évoqué la différence de sensibilité au type d'image. Elles ne sont pas toutes pareilles, qu'on ne va pas réagir pareil. Et la réactivité aux stimuli pourrait favoriser certains cravings. Et on va s'intéresser à qu'est-ce qui pourrait prédire la sévérité de l'usage addictif. Hein. Donc, on va s'y intéresser pas en catégorisant, pas en essayant de dire il y a les gens avec l'addiction à la pornographie, il y a ceux qui l'ont pas. On n'est pas dans un domaine clairement complètement tranché, mais on va s'intéresser d'une manière plutôt qu'est-ce qui influence les scores, la sévérité des scores. Et là, on va avoir en machine learning, on va avoir pas mal de variables qu'on va tester auprès de environ 1600 personnes, dont 35% de femmes. Et on va voir que le craving, mesuré avec l'échelle de craving que je vous ai montré, en fait, c'est un des éléments qui prédit le plus les scores élevés. Que le fait d'utiliser la pornographie pour moduler ses émotions ou supprimer les mauvaises émotions, c'est aussi cette motivation, elle est plus associée à l'aspect addictif. Que le fait d'éviter d'utiliser la pornographie pour éviter l'ennui aussi, le fait d'avoir un style d'attachement anxieux, le fait de d'avoir une adhérence au mythe du viol. Peut-être je vais y revenir. Je vais expliquer un peu ces éléments-là. Le, le, le- Là, on voit que les motivations qui sont associées à la conduite addictive, c'est des motivations qui vont plutôt chercher des motivations de compensation. Ça, on l'a vu aussi dans le gambling, dans d'autres addictions. On a vu qu'en fait, même si le coping, il est largement répandu, il ne permet pas de distinguer les personnes avec addiction de ceux qui l'ont pas. Parmi ceux qui l'ont, le coping contribue fortement à la variable. Et ça veut dire que cette dimension-là de motivation, ces dimensions, elles sont plus liées. On ne retrouve pas la recherche de plaisir sexuel là. Elle va beaucoup moins influencer ces scores-là. Et puis, le craving, on le retrouve. Alors, on pourrait le discuter, est-ce qu'il fait partie du phénomène ou pas, mais on retrouve que le craving comme élément d'influence. Et du coup, ça peut aussi être réfléchi en termes de cible par rapport au traitement, de comment on va gérer le craving quand il est là.
Et puis, on voit la question de l'acceptance des mythes du viol. Alors, c'est quoi cette dimension-là? Dans la pornographie, les pornographies, c'est des formes de mise en scène. Et dans ces formes de mise en scène, vous avez toutes sortes de scénarios. Et une partie des scénarios sont des scénarios qui vont être euh, où il y a de la violence, où il y a de l'humiliation, où il y a de la domination, où il y a des scènes où la question du consentement n'est pas mise en scène. En fait, la question du consentement sexuel, elle pourrait être mise en scène dans la pornographie, mais là, elle va être ça dépend des pornographies. Pour ça, il faut rester, les considérer au pluriel, mais dans une partie des pornographies, pas. Et on retrouve une association entre les personnes qui adhèrent plus au mythe du viol. Ça ne veut pas dire qu'elles ont eu des actes liés à ça, mais ça veut dire que dans leur croyance, si quelqu'un dit non, c'est peut-être que c'est plutôt oui. Si une personne est habillée d'une telle manière, c'est qu'elle le veut forcément. Euh, si on est engagé avec quelqu'un, forcément, c'est oui. Des trucs comme ça, hein. Et puis ces euh, mythes-là, il y a une certaine adhésion à ces mythes dans la population sur un continuum. C'est-à-dire que si on prend une large éventail de la population, on verra que ben, les gens scorent un peu, les scores se répartissent dans la population. Et des scores plus élevés là sont associés à plus d'usage compulsif de la pornographie. Est-ce que c'est lié à dans quel sens la poule et l'œuf vont? J'en sais rien. Mais il y a une association qui pourrait être médiée par des facteurs tiers qui sont la difficulté à contrôler ou d'autres difficultés. Et puis il y a la notion de l'attachement. La notion de l'attachement, elle joue un rôle aussi parce qu'en fait les relations, même dans la pornographie, en fait la question on ouvre la question sexuelle. Et si on ouvre la question sexuelle, du coup, on ouvre la question relationnelle et amoureuse. Même si c'est pas ce qui se fait forcément pendant que la personne regarde une pornographie, mais on voit que les personnes avec un attachement insécure sont plus à risque de score plus élevé au niveau addictif. Et ça, on le voit aussi dans d'autres études qui ont porté sur des applications de rencontres. Ce qui veut dire que dans l'interaction avec les personnes qui ont des conduites addictives à la pornographie, eh ben, ça sera important d'évaluer la vie sexuelle, la vie amoureuse, la vie affective. Parce qu'il y a des liens entre ces éléments-là. On voit que d'autres aspects, le fait d'être la satisfaction sexuelle dans l'année, l'usage hebdomadaire de pornographie, le nombre de relations sexuelles dans les 30 derniers jours, le fait de payer pour la cyberpornographie, le fait d'être marié, l'orientation sexuelle, joue pas de rôle. Enfin, joue un rôle beaucoup, beaucoup moins marqué. Et le fait d'être excité par des scènes pornographiques romantiques, c'est très bas. C'est le plus bas par rapport à l'aspect de pornographie addictive. Alors que les scènes de domination, hein, c'est plus haut, mais c'est pas aussi marquant que les critères qu'on a évoqués derrière. Et l'incongruence morale revient dans plusieurs études comme un des éléments associés. Donc, on voit que dans l'évaluation en fait, de la pornographie, de l'usage de la pornographie, ça va être important d'évaluer la personne, comment elle interagit, quel type de pornographie, quels comportements pendant la pornographie, quelles autres sexualités sont présentes, comment est la vie affective et relationnelle, le type de scène excitante, comment ça a évolué, d'évaluer les critères de perte de contrôle,
d'increased priority, à quel point ça devient prioritaire, des conséquences dans la vie quotidienne, mais aussi d'évaluer les motivations à l'usage et comment ces motivations s'inscrivent dans quelle psychopathologie. Ça va pas être pareil si vous vous retrouvez avec quelqu'un qui est en dépression sévère et qui a pour seul échappatoire sa pornographie à cette période de sa vie, que si vous êtes quelqu'un qui est plutôt en recherche de relations amoureuses, qui ne sait pas trop comment faire, qui a des difficultés à aborder les personnes avec qui peut-être il pourrait y avoir une histoire, une évolution. Donc vous êtes confronté à une grande variabilité de la psychologie et de la psychopathologie derrière ces critères qui pourraient être des critères d'une forme ou d'une autre de cyberaddiction pornographique. Pour essayer d'accompagner ces personnes, même si je sais qu'il y a une étude très intéressante dans le service va venir, Marie, tu en toucheras un mot tout à l'heure, avec un traitement pharmacologique qui pourrait être intéressant. Je vais aborder plutôt la question de l'approche de l'entretien psychologique, en fait. Et en fait, une chose qui peut être utilisée assez aisément dans cette rencontre, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Je vais vous le présenter sous forme de slalom, une approche motivationnelle adaptée sous forme de slalom, parce que slalom, c'est facile, ça glisse, ça va sans résistance. Et en fait, vous allez commencer par explorer les bonnes choses que la personne trouve dans la pornographie. Au début, surtout s'ils consultent pour ça, ils vont vous dire, mais il n'y a rien, hein, c'est la catastrophe, il n'y a rien de ça. Mais si c'était le cas, ils auraient arrêté il y a longtemps. Il y a des choses, soit des gratifications, soit des compensations. Du coup, il faut les fouiller. Puis plus vous les découvrez, plus vous saurez de quoi la personne a besoin. Est-ce que c'est au niveau de son anxiété? Est-ce que c'est au niveau de son attachement? Est-ce que c'est au niveau de craintes liées à l'excitation sexuelle? Est-ce que c'est des besoins de découvrir, d'apprendre? Qu'est-ce que c'est? Et puis, vous allez ensuite aller sur les moins bonnes choses. Les moins bonnes choses plutôt que les mauvaises choses pour pas heurter la personne au cas où elle serait encore plus résistante. Et les moins bonnes choses, la personne va vous dire des tensions dans le couple. Parfois, ça peut être les bonnes choses peuvent être dans le couple. Il y a des études qui montrent qu'il y a des bénéfices qui sont rapportés en fait dans l'usage de la pornographie par les femmes en plus que par les hommes, sans aller dans les détails et que dans certains couples, l'usage va être ensemble et que peut-être ils vont trouver des bonnes choses dans cet usage. Donc, soyez curieux des bonnes et des moins bonnes choses. C'est pas si simple forcément pour une thérapeute, un thérapeute de le faire parce que ça, on peut se retrouver nous-mêmes en tension avec nos propres représentations euh, morales donc c'est de se mettre dans une position de curiosité pour découvrir ces bonnes et ces moins bonnes choses. Et là, en fait, il y a une question clé. Et si vous décidiez de vous engager dans un changement, lequel ce serait? Et puis, vous pouvez même dire, si vous décidiez de vous engager dans un changement la semaine prochaine, lequel ce serait? Et là, cette question, elle est, elle simplifie beaucoup les choses parce que c'est la personne qui décide. Donc, il y a le principe d'autonomie. Et comme la personne a déjà constaté des bonnes et des moins bonnes choses, en fonction de ce qu'elle constate, elle peut mettre le curseur où elle veut. Parfois, ça peut juste être en parler à ma campagne. On avait une personne qui travaillait dans les champs, qui était toute la journée sur son portable à regarder de la pornographie depuis le tracteur, et il rentrait chez lui, et c'était une difficulté pour sa femme. La première chose qu'il a décidé de changer, c'est en parler avec sa femme, venir en consultation avec sa femme. Et c'était ça, c'était déjà un changement. Venir en consultation avec sa femme, là, on se rend compte que sa femme, ça le gêne pas, ça la gêne pas qu'il regarde de la pornographie.
Ce qui la gêne, c'est qu'il rentre, il est fatigué sexuellement. Donc, il n'y a plus d'activité sexuelle dans le couple. Et c'est de ça qu'elle est en souffrance. Et du coup, à partir de ça, le couple a pu développer une autre approche de ces usages pour pouvoir retrouver leur sexualité à eux, même s'il y avait la pornographie. Et donc, ce curseur, il peut être mis partout. Il peut être un changement dans les quantités, dans les fréquences, dans le moment, dans le type de pornographie, des environnements, les autres aspects de la vie sociale, affective, le fait de se dire, je sors un soir par semaine, je vais prendre un cours de danse, je fais ci, je fais ça. Mille choses sont possibles, ou je dirais même une infinité de choses. Et chaque changement a un coût. Et donc, c'est élaborer le coût du changement. Et du coup, là, on va découvrir les barrières anticipées, les craintes que la personne a par rapport à ça, et du coup, travailler dessus, et le gain du changement, ce qu'elle en attend de positif. Et ça, vous pouvez le répéter à autant que vous avez de consultations. Et bien sûr, là, c'est quelque chose de simplifié, mais vous pouvez l'intégrer avec l'ensemble de la compréhension psychologique et systémique du vécu de la personne. Il y a des nouveaux produits qui arrivent sur le marché. Un de ces produits, c'est les jeux pornographiques. Et ces jeux pornographiques, et l'autre, la réalité virtuelle, la pornographie en réalité virtuelle. Donc, un domaine beaucoup plus immersif et l'autre en jeu, donc où la personne peut jouer un peu les scènes plutôt que juste les regarder, ou faire jouer les scènes d'une certaine manière plutôt que les regarder. Et vous voyez que les deux se réunissent, ça veut dire que vous pouvez avoir des jeux qui incluent la réalité virtuelle. Donc ces jeux pornographiques sont en émergence. Il y a on connaît pas encore trop les faits, les caractéristiques qui font que certaines personnes vont aller plutôt vers les jeux pornographiques ou pas. Est-ce que ça change quelque chose par rapport à l'aspect addictif ou pas? C'est quelque chose qui va venir, je pense. Et je termine par cette image qui est une œuvre d'une artiste genevoise euh, qui illustre en fait la diversité. Ça veut dire que vous avez plein d'oiseaux, tous très différents, et chacun est unique, divers, et c'est pour rappeler en fait la diversité des personnes et des problématiques qu'on rencontre. Et je vais terminer par ça, en fait.